Bonsoir à toutes et à tous, messieurs les ministres, heureux de vous accueillir ici une nouvelle fois à Paris. Je salue l'ensemble de la presse ici mobilisée pour cette conférence de presse pour vous rendre compte des travaux de ce troisième sommet des ministres de la Défense des cinq grandes puissances, des cinq plus grandes puissances militaires du continent européen. Réunion qui s'est tenue ici même dans ce magnifique lieu du Val-de-Grâce à Paris, en présence des équipes de l'OTAN, du GAE, et je tiens à saluer la présence du commissaire en charge de la défense de la Commission européenne, cher Andrius, dans un moment, vous le savez, particulier, dans lequel, au fond, on pourrait se satisfaire de cette resynchronisation entre Washington et Kiev, nouvelle venue d'Arabie Saoudite hier au soir, sur lequel, mais je sais que d'autres y reviendront ici à mes côtés, nos efforts ont pu payer pour essayer de resynchroniser la position des deux capitales, qui font que désormais la balle est évidemment dans le camp de la Russie, et c'est au fond la vraie négociation qui va débuter prochainement pour nous permettre d'avoir un cessez-le-feu et commencer à détailler, discuter les véritables paramètres de ce que pourrait être une paix durable. Tout cela nous a donc amené cet après-midi à nous concentrer au fond sur deux chapitres. Le premier, c'est évidemment la question des garanties de sécurité que l'on peut donner à l'Ukraine. Nous sommes tous soucieux d'apprendre du passé et de l'histoire. On ne veut au fond ni un Yalta, c'est-à-dire une répartition de zones d'influence au cœur de l'Europe entre certaines grandes puissances, ni Budapest, c'est-à-dire des engagements à renoncer à la force et à l'impérialisme, on connaît la suite, ni non plus Minsk I ou Minsk II, c'est-à-dire des cessez-le-feu négociés sans garantie profonde de sécurité, et que le moment que nous vivons depuis 3 ans nous amène inévitablement à nous poser les bonnes questions, puisque derrière l'Ukraine, c'est évidemment la question du continent européen dans son ensemble qui est posée, et donc c'est de cela que nous avons traité cet après-midi, en lien notamment avec une visio sécurisée avec Kiev. Nous avons rendu compte avec le secrétaire d'État à la Défense de Sa Majesté, John Healey, nos deux chefs d'état-major que je salue, l'amiral Radakin, chef d'état-major des forces armées de Grande-Bretagne, le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées françaises, de la première réunion hier qui s'est tenue avec l'ensemble des chefs d'état-major des pays volontaires pour réfléchir à ce que peuvent être ces garanties de sécurité. Et il y a évidemment un consensus très large qui se dessine, qui se concrétise dans ce sommet des ministres de la Défense, c'est que la première des garanties de sécurité pour l'Ukraine, c'est évidemment l'armée ukrainienne elle-même, c'est-à-dire ses capacités, son armement, son équipement, sa formation, son format, et on le voit ici ou là dans la guerre informationnelle qui peut être menée par la Russie, le mot démilitarisation émerge. Il n'en est rien, au contraire, la véritable garantie de sécurité dans la durée seront plutôt les capacités que nous allons pouvoir donner à l'armée ukrainienne, ce qui pose donc la question de l'aide à l'Ukraine dans l'immédiat, au moment où l'aide américaine évidemment reprend. C'est la question de la mobilisation des avoirs gelés russes, c'est la question d'accentuer un certain nombre d'efforts sur des segments critiques, mais je crois que mes collègues y reviendront, mais c'est aussi de se poser la question sur son format de demain, avec différents piliers qui sont en train d'être discutés et sur lesquels nous allons pouvoir aller de l'avant. Pour apprendre du passé, nos chefs d'état-major ont aussi commencé à élaborer des hypothèses pour pouvoir, dans un temps court ou moyen, les proposer à leurs différents pouvoirs politiques, responsables politiques, pour réfléchir au fond à ce que pourrait être cette architecture de sécurité pour consacrer une paix et un cessez-le-feu, en tout cas, qui serait durable. Le secrétaire d'État à la Défense britannique y reviendra, mais à ce stade, une quinzaine de pays se montrent intéressés pour poursuivre ce processus, y réfléchir. Il est complexe, je l'ai dit à de nombreuses reprises devant la presse française, il est trop caricaturé et simplifié à la seule question de la présence de troupes sur le sol ukrainien.
Derrière, il y a d'autres sujets qui doivent être traités en urgence. On les a évoqués. La question de la mer Noire, la sécurité en mer Noire, la question de la sécurité des centrales nucléaires présentes en Ukraine. Autant de sujets qui vont devoir faire l'objet d'un débat, d'une discussion militaire approfondie sous la houlette des deux chefs d'état-major britanniques et français, et sur lequel ensuite nous allons pouvoir commencer à réfléchir à la répartition des rôles de chacun. Mais vous le comprenez bien, l'objectif de tout cela, évidemment, c'est de permettre de s'inscrire dans des garanties de sécurité qui se font à moyen et long terme, mais qui s'appuient d'abord sur les capacités de défense de l'Ukraine. Nous aurons l'occasion, cher John Healey, d'ici 15 jours, de réunir l'ensemble des ministres de la Défense qui correspond en miroir à la réunion des chefs d'état-major qui a eu lieu hier pour élever évidemment les discussions au niveau politique comme nous l'avons fait cet après-midi. Pourquoi 15 jours? Puisqu'on le voit bien que si la Russie accepte le cessez-le-feu, ce qui n'est pas encore le cas, il nous faut nous poser la question sur ces 30 jours, de les utiliser évidemment convenablement pour paramétrer justement cette architecture de sécurité dans la durée. Ensuite, il a été question de notre propre réarmement. Au fond, ce qui n'est pas nouveau, c'est la menace russe. Ce qu'il est davantage, c'est le caractère imprévisible peut-être de l'allié américain. En tout cas, nous nous sommes accordés à dire, pour être le plus ancien des ministres de la Défense de cette tribune, que le pivot américain de l'Europe vers la Chine, lui, n'est pas une surprise pour vos interlocuteurs ici ce soir. Et que d'ailleurs, même l'administration démocrate avait commencé à éveiller les oreilles européennes à cette question et donc de demander aux pays européens de davantage prendre à leur compte la sécurité du continent européen. Alors, on parle beaucoup d'argent dans les médias, mais nous nous sommes aussi assurés cet après-midi de ne pas parler que d'argent et de regarder au fond quelles étaient les quelques urgences pour notre autonomie et pour notre défense. Pour la France en tout cas, quelques urgences sont à traiter. Ce sont des urgences sur lesquelles nous souhaitons les traiter avec les différents pays voisins et en tout cas à minima avec ce format ici rassemblé. Le premier, c'est évidemment la défense sol-air. C'est un des éléments importants du retour d'expérience, non seulement de la guerre en Ukraine, mais aussi de ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. Cela vaut pour le haut du spectre jusqu'à la lutte anti-drone. Cela vaut pour les menaces étatiques comme pour les différentes menaces terroristes. Et donc, on le voit bien là qu'on doit complètement repenser une partie de l'architecture de défense sol-air du territoire européen. Des initiatives capacitaires sont sur la table. Elles sont parfois complexes, mais on le sait, elles sont trop longues et le rythme est beaucoup trop lent. Et donc là aussi, nous avons discuté de la manière dont nous pouvons accélérer les différentes initiatives. La deuxième, monsieur le commissaire Kubilius, elle vous concerne aussi. C'est évidemment la question du spatial, sur lequel le risque de voir l'Europe décrocher dans les temps à venir est un risque immense. Or, la question spatiale est un des éléments clés de l'identité même du projet européen depuis maintenant de nombreuses décennies. C'est l'ancien maire de Vernon qui le dit. En tout cas, on le voit bien, la dépendance à Starlink, la question des constellations qui sont déjà posées sur la table comme Iris-Carré, mais qui sont au fond dans un délai qui peuvent apparaître comme étant trop lointain. Et donc là, les 5 ministres de la Défense, enfin les 4 ministres de la Défense de l'Union européenne, mais avec le cousinage britannique, ont aussi fait cette expression de besoin d'avancer rapidement sur la question spatiale. Et c'est là, pour le coup, où la Commission européenne, dans le respect des traités, a une compétence évidente. Et puis enfin, des autres questions liées aux munitions, liées à ce qu'on appelle aussi à l'alerte avancée. L'alerte avancée, c'est la capacité souveraine pour les pays de constater un départ de missiles venus de Russie ou d'Iran, qui sont des sujets redoutables sur le terrain technologique, du reste aussi sur le terrain budgétaire, et sur lequel la France fait des propositions en lien notamment avec nos amis allemands, puisque la compréhension de cette menace dans la durée, 5, 10, 15, 20 ans, tant dans son approche satellitaire que dans son approche radar, est un des sujets sur lesquels nous devons avancer. Pour conclure et être le porte-parole fidèle de nos discussions, notre feuille de route doit aussi embarquer les questions industrielles. Guido Crosetto, le ministre italien, et le ministre polonais y sont revenus assez longuement avec des initiatives nouvelles que nous souhaitons pousser et voir mis à l'ordre du jour de nos agendas européens. La question de la sous-traitance des industries de défense. Aujourd'hui,
si notre économie de défense est parfois trop lente dans la production, c'est qu'on a des goulets d'étranglement avec les différents sous-traitants de la supply chain. On doit se poser la question d'avoir des plans de contingence croisés. Guido y reviendra, une forme au fond de backup, de résilience. À cela s'ajoute évidemment un agenda de relocalisation. Malheureusement, ces 20 dernières années, période de dividendes de la paix, ont vu un certain nombre de fonctions industrielles clés partir et quitter le continent européen. Et donc évidemment, on a aussi un agenda de relocalisation qui, si on le prend isolément par pays, peut coûter très cher. Or, si on le fait à plusieurs, peut avoir quelques vertus de mutualisation dans le respect de la souveraineté de chacun. C'est un enjeu aussi pour les entreprises que nous possédons déjà en commun. On ne peut pas ne pas citer Airbus. Nous sommes quelques-uns ici à partager l'entreprise qui produit des missiles qui s'appelle MBDA. Autant de sujets au moment où en plus la question se pose de l'accès à un certain nombre de matières rares, plus les questions d'interopérabilité, la multiplication du nombre d'équipements sur l'Union européenne, en tout cas en Europe, qui ne rend pas forcément la coordination de nos armées si évidente. Pardon, mais c'est une des grands reculs depuis la fin de la guerre froide. C'est impensable dans les années 70 et dans les années 80 de ne pas avoir des systèmes d'armes qui soient beaucoup plus compatibles entre eux. L'aide à l'Ukraine, malheureusement, a montré qu'on avait beaucoup perdu de ce point de vue en termes de culture. Et donc, des choix sont à faire. On a commencé à les faire, sans oublier, évidemment, le chantier, monsieur le commissaire européen, de la simplification. Nous appelons de nos vœux que l'industrie de défense ne soit plus traitée comme une industrie comme les autres. La situation est particulièrement critique pour la sécurité des Européens. La menace russe est là. Des incertitudes pèsent évidemment dans notre modèle transatlantique, pour le dire de manière diplomatique. Et donc il est clair que la Commission européenne a son rôle à jouer comme élément de simplificateur. Je ne peux pas ne pas citer la directive CRSD sur laquelle nous sommes tous accordés à dire qu'elle devait trouver un champ d'application peut-être différencié pour les industries de défense. Je ne veux pas être plus long. Je laisse la parole à mes collègues. C'est un sommet assez unique. Le format est récent. Une première réunion à Berlin, une deuxième réunion à Varsovie. Cette troisième réunion a lieu à Paris. La prochaine a lieu en Italie, puis la suivante en Grande-Bretagne. C'est véritablement un format qui aura de l'avenir, parce que c'est un format qui respecte la souveraineté de chaque pays. Nous venons avec le mandat qui a été confié par nos dirigeants, par nos parlements, qui nous permet de bien nous coordonner et avec l'OTAN et avec l'Union européenne, qui nous permet au fond de dégager des marges de manœuvre très concrètes pour permettre d'accélérer nos efforts de réarmement pour notre protection et pour notre défense. Et donc nous serons amenés à nous revoir très bientôt.